On dit souvent que le foot est le reflet d'une société, mais aussi que chaque société a les criminels qu'elle mérite. Aujourd'hui dans Globo, on s'intéresse à ceux qui ont transformé le terrain en territoire. Entre les liaisons dangereuses du milieu corso-marseillais et l'ombre du racket qui plane sur les vestiaires, le ballon rond est plus qu'un jeu, c'est aussi un business de l'intimidation. De la corruption jusqu'aux nouvelles frontières du foot féminin, nous allons tenter d'en comprendre les mécanismes. Et pour ceci, je reçois aujourd'hui Brendan Kemet, journaliste d'investigation, auteur et réalisateur. Il traque le crime organisé depuis plus de 25 ans. De la presse de référence comme Le Parisien ou L'Équipe jusqu'au documentaire pour Canal+, il a passé sa carrière à décrypter les trajectoires des plus grands noms du banditisme, de Redouane Faïd à Richard Casanova. Aujourd'hui, il vient nous apporter son expertise sur un terrain qu'il connaît bien. Salut Brendan, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour Malik, écoute parfaitement bien, très bien. la, la présentation te convient ? Bah, c'est sympa, en fait parfois je trouve ça, comment dire, même flatteur quoi finalement. Même si ça correspond à ce que je fais depuis des années, mais bon après l'expertise, je sais pas, ça se discute. Mais bon, en tout cas c'est des domaines qui me passionnent effectivement comme tu l'as dit, ça c'est exact. D'où elle te vient justement cette passion ? C'est depuis tout petit ou c'est venu au fur et à mesure ? Eh ben, je me suis souvent, posé la question. Je pense que c'est parce que, j'ai grandi moi dans le quartier de Pigalle, à Paris, dans les années 70-80 et c'était assez chaud encore. Il y avait d'ailleurs, des réminiscences, des restes du milieu corse. Il y avait encore voilà, c'était assez chaud, bon, c'est toujours chaud à Pigalle, hein, mais bon, il y avait beaucoup de prostitution, il y avait des macros, enfin des proxénètes, corses, maghrébins, il y avait on a vu l'arrivée voilà, la montée, voilà, de nouvelles, formes de banditisme et cetera. C'était, un creuset comme ça, assez sordide mais très vivant, quoi. Voilà, donc je pense que ça fait partie de ça et puis quand j'étais petit, nous dans la cour d'école, on jouait pas aux super-héros, tu vois? Il y avait, enfin si, on jouait il y avait Mohamed Ali, il y Mmh. avait Bruce Lee, et puis il y avait Jacques Messrine, quoi. On disait Mesrine, on Ouais. disait pas Mérine à l'époque, hein, donc voilà, ça faisait partie des gens. Moi, je me souviens quand il a été tué et cetera, c'était des choses qu'on se racontait dans les cours d'école, quoi, tu vois? Donc c'était pas des modèles, mais ça évidemment, mais ça faisait partie, un peu de la vie d'enfant dans des quartiers, qui étaient encore populaires à Paris à l'époque. Voilà. Et en plus, il se fait tuer non loin de Pigalle et c'était porte de Clignancourt, il me semble, hein? Exactement, exactement. Il connaissait par cœur, en fait, notamment le 18e arrondissement, c'était son terrain de jeu et pour l'anecdote, il fréquentait dans ta toute jeunesse, il fréquentait un bar qui était rue Pigalle qui s'appelait le Sans Souci et c'était un bar moi que, bah, je passais devant quasiment tous les jours quoi, voilà. Moi à l'époque je le connaissais pas, je l'ai pas vu ou quoi que ce soit, mais voilà, c'était un peu l'ambiance qu'on avait, dans ma jeunesse et c'est pas enfin ce qui m'a fasciné, c'est le fait de la vie de ces gens, totalement en marge, en fait. Comment, on vit en marge de la société, tout en faisant partie de la société, mais avec des codes qui sont différents, avec, voilà, avec, le fait de braver les interdits, braver les règles, de vivre au mépris de la loi, d'être un vrai hors-la-loi et sans, admirer ces gens-là, c'est juste simplement, bah, je trouvais ça intéressant, quoi. Je trouve ça assez fascinant, ouais, comme Tu bien fait, t'as bien fait puisque tu en as fait ton métier. Brendan, avant de commencer, si on avait la possibilité de partir, toi et moi, aller enregistrer cette émission dans n'importe quelle ville du monde, tu choisirais laquelle ? Une ville que tu rêves de découvrir ou de peut-être de redécouvrir? Ouais, c'est une bonne question. Je pense si puisqu'on parle de foot, je pense que une ville comme Naples, par exemple, de foot et de banditisme, je pense que ce serait une belle ville pour faire une émission autour de ce thème-là. J'ai visité Naples, j'ai trouvé que c'est une ville absolument, sensationnelle. C'est une sorte de Marseille puissance 10 en fait avec, Ouais. si tu connais Naples? Heu, avec, voilà du bruit, de la fureur, des gens louches, des gens sympas, des gens qui rigolent, des odeurs de cuisson, enfin tout est voilà extraordinaire, une ville extraordinaire et puis une ville où il y a une passion du foot, je pense qui est, on sait que les Italiens sont fous de foot
comme beaucoup de Méditerranéens, mais les napolitains, c'est encore pire, quoi, si on Et peut dire ça. tu étais allé au stade ou tu as juste visité la ville? Non, pas du tout. En fait, j'y suis allé et je non, non, j'ai visité la ville, mais c'était un jour de coupe d'Europe, c'était il y a une dizaine d'années. Je sais plus, ils jouaient contre un je sais plus contre qui ils jouaient, mais il y avait on était, j'étais dans une pizzeria et en fait, c'était drôle parce que toutes les tables étaient dirigées vers la télé. En fait, les gens mangeaient normalement, ils dînaient, mais tout le monde regardait la télé. En fait, il y avait pas de conversation et il y avait eu un match de Naples et voilà, les yeux étaient rivés, à la télé. C'était une sorte de ferveur. Il y avait pas un brou dans la ville, il y avait plus aucune voiture, il y avait plus rien qui se passait et c'était incroyable ça j'avoue que, voilà, c'est un grand souvenir, quoi. Et tu as une appétence particulière pour le foot depuis jeune ou pas plus que ça? Alors moi j'aime le foot, depuis très jeune. J'aime surtout, les grandes rencontres, les grandes compétitions internationales, tu vois? Heu, Tu es pour quel club? je Tu suis suis pour un quel club club? ou Bah, moi, mon club de cœur, mais je suis obligé, c'est le Celtic Glasgow parce que j'ai des liens, familiaux avec cette ville. Je trouve que c'est un club extraordinaire dans son histoire parce que, c'est un club qui a été, on dit encore aujourd'hui, créé pour des immigrés, par des immigrés et c'est ouais, à l'origine, c'est des œuvres sociales pour les Irlandais qui avaient fui la famine, jusqu'en Écosse et on dit que c'est plus qu'un club, voilà et donc c'est vrai que il a une histoire incroyable, et puis moi j'ai des liens familiaux, j'avais des gens qui étaient j'avais une des amis de ma famille qui étaient des vieilles dames qui étaient des supporters de foot de ce club, qui voilà, voilà et puis j'ai même un cousin de mon arrière-grand-père qui a joué, pour ce club donc voilà, c'est un ça, club c'est ta famille extraordinaire. qui vit en Irlande, c'est ça? Ouais, en fait, moi, ma famille, ma partie, d'origine irlandaise, mais une partie qui s'est installée en Écosse, en fait et à D'accord, Glasgow, quoi. Voilà, parce qu'il faut d'accord. savoir que Glasgow, c'est une ville qui a 50% irlandaise, hein. On on peut dire que c'est l'Écosse, mais c'est quand même une partie, c'est une petite partie d'Irlande, en Écosse. D'où le club donc du Celtic Glasgow. Allez, on va rentrer donc dans ce livre pour lequel je t'ai invité pour parler de crime organisé de football. Donc tu avais coécrit Les parrains du foot qui est sorti en 2018. Aujourd'hui, en 2026, Brendan, qu'est-ce qu'un parrain du foot? Alors, l'expression qu'on a utilisée par du foot, c'était, un clin d'œil à, plusieurs livres qui étaient sortis, dont un qui s'appelait Les Parrains Corses et puis, on avait trouvé ce truc, Les Parrains du foot. C'était simplement un peu ouais, un gimmick quoi, pour dire, que dans le monde du football, bah, il y avait une part de la présence de gens liés au banditisme, au milieu. Voilà, c'est bon, après les parrains du foot, est-ce qu'il y a des grands parrains du foot? Je ne sais pas. Il y a des gens, en fait, on a le départ de ce livre, c'est quelques années plus tôt où, avec, mon camarade Mathieu Suc, avec lequel on a écrit un livre sur Antonio Ferrara, on s'était rendu compte que, à travers des dossiers de banditisme, il y avait des joueurs de foot, quoi et on trouvait ça assez curieux et c'est revenu à plusieurs reprises, plusieurs gens et cetera et jusqu'à ce qu'on se rende compte que, bah, oui, dans le football, bah, il y avait des truands qui étaient plus ou moins proches de clubs, plus ou moins proches de footballeurs, plus ou moins proches de présidents, d'agents et cetera, quoi. Et donc on a voulu ensuite avec, Mathieu Grégoire et Stéphane Selamy, bah, enquêter là-dessus, essayer de ressortir des histoires et c'est ce bah, je pense qu'on a réussi, puisque, c'est allé presque au-delà de ce qu'on pensait, quoi. Donc vous êtes satisfait quand même de ce livre, plus de 8 ans après la sortie de Satisfait, c'est pas le terme. Je pense qu'on a travaillé honnêtement, sur un sujet qui est assez sensible et qui est totalement tabou parce que, quand, le milieu du football n'a pas envie de parler de ça. Les journalistes et d'ailleurs il faut tirer notre, je tire mon chapeau à Mathieu Grégoire, hein, qui travaille toujours, pour l'équipe, qui est à sur l'époque Marseille? voilà, sur Marseille, mais c'est un tabou, parce que beaucoup de gens, je veux dire, les gens le savent, les gens, c'était en différents clubs. Il y a la
peut-être pas forcément la mainmise, mais la présence de gens, parfois peu recommandables autour de certains clubs et c'est généralement les journalistes sportifs qui le savent et ne l'écriront jamais, ne le diront jamais parce que, hem, c'est un peu dangereux, on peut avoir des ennuis, on peut être emmerdé, et puis c'est aussi un peu, pour utiliser une métaphore, sportive, un peu, tirer enfin prendre, voilà, tirer contre son, un peu Ouais, un contre contre son camp contre son camp. parce que sans être, supporter, un journaliste qui suit un club, il est pas censé, hem, enfin, c'est assez mal vu, de sortir des histoires qui sont négatives, même si ça fait en vérité partie du métier de journaliste. Donc satisfait, je dirais pas ça, mais je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui existait, et qui existe toujours et on en reparlera sûrement avec toi là pendant ce podcast, mais, on a mis le doigt sur, c'est quelque chose qui commençait il y a une dizaine d'années. C'est vraiment, l'arrivée de ce qu'on appelle, ce qui est pas un beau terme, mais un peu le monde le banditisme des cités, dans le monde du foot, quoi. Et ça, ce qu'on a décrit il y a 8 ans, aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai, malheureusement, hein, ça s'est avéré, beaucoup plus important que ce qu'on croyait. Pour l'anecdote, j'avais fait une émission lors de la sortie du livre, une émission, grand public, heu et j'avais été pris à partie par un vieux monsieur, un vieux journaliste sportif, dont on taira pas le nom, mais qui m'avait dit: «Mais tout ça, c'est très bien, mais c'est un roman ce que vous écrivez, c'est très beau, mais c'est un roman, c'est parfait. Vous racontez des belles histoires, mais c'est pas la réalité, peut-être qu'à Marseille, éventuellement, on a pu à une époque, mais non, mais enfin bon, voilà». Ouais, évidemment, mais parce que c'est un monsieur qui est corporatiste, qui vit du football, qui vit pour le football et il faut pas, casser le jouet, hem, comment dire? Avec lequel il joue depuis des années et à la sortie de cette émission, il y avait un ancien footballeur, qui est, chroniqueur, qui m'a dit: «Ouais, ce que vous dites là, c'est parfaitement vrai, quoi». Heu, c'est vrai, Ouais, donc ouais, nous on peut pas le dire, mais oui, il y a des gens qui tournent autour des clubs et on les connaît. Voilà. c'est vrai que pour certains, ça paraît un fantasme et pour d'autres, c'est une réalité. Mais ce crime organisé, par quels sont ses points d'entrée pour entrer dans le milieu du foot? Alors il y a multiples points d'entrée. D'abord, il y a un constat, c'est que le monde des bandits a beaucoup de points communs avec le monde des joueurs de foot dans ses intérêts. Je m'explique, heu, on aime les belles voitures, on aime les jolies filles, on va en boîte, de nuit, on va dans des destinations voilà, de loisirs et cetera, on se rencontre dans ces lieux-là. Donc en fait, il y a déjà ce point d'entrée-là. Un exemple tout simple, heu, Roland Courbis, paix à son âme, hein, Paix à son âme. dont on parlera peut-être. Mais qui Oui, était un quelqu'un de tout à fait extraordinaire, mais qui avait quand même des liaisons extrêmement sulfureuses, il faut quand même il l'a dit lui-même, je veux dire, il y a rien, c'est pas un scoop, il le reconnaissait très bien, mais il rencontre, des gens de la brise de mer, en Corse, parce qu'ils font, je sais plus quelle année c'est, mais c'est au milieu des années 70. Il y a une préparation, de l'OM, en Balagne, autour de Calvi, l'île Rousse et cetera ils rencontrent, des gens qui sont amenés à être, proches du banditisme dans ces années-là. Donc en fait, il les rencontre parce qu'il va notamment dans telle ou telle boîte de nuit et cetera. Donc voilà comment ça une partie des liaisons se font par les lieux et puis ensuite, heu, les voyous, ce qui les intéresse et comme beaucoup de gens, mais encore plus parce que d'autres, c'est l'argent en fait. C'est où il y a de l'argent, où on peut faire de l'argent, où il y a des opportunités, où on peut, se faire un petit billet, on peut arranger telle chose et ben, dans le football, voilà, il y a énormément d'argent. Enfin, il y a pas toujours eu énormément d'argent. D'ailleurs, on notera que l'arrivée en fait, des voyous dans le foot correspond à la naissance du foot business, au milieu des années 80. C'est, quand l'argent
à inonder le football. Avant, ça n'intéressait pas les voyous parce qu'il y avait pas d'argent à se faire là-dedans et donc ils se sont, intéressés aux transferts, aux agents, aux joueurs, voilà comment le milieu, à prendre des parts occultes sur certains joueurs, s'improviser ou pas, agent de joueur, sans apparaître. Voilà comment est-ce que les premiers liens se sont faits et il y a eu des moments, paroxystiques où, on me parlait de Roland Courbis, mais c'est lui qui a notamment, ouvert la porte au milieu, à l'OM, enfin pou en tout cas, lui a permis de mettre la main dans les transferts et le nez dans les transferts et plus que ça, quoi. Voilà. Alors justement, le dou tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais en parler à la fin de Courbis, mais on va en parler tout de suite. Le 12 janvier dernier, donc il nous quittait. Il est beaucoup mentionné dans le livre donc Les Parrains du foot. Alors, on va mettre les choses au clair. Au final, même s'il a déjà été condamné et incarcéré, on est d'accord pour dire il n'était pas du tout un membre de ce milieu-là, mais plutôt un témoin de par ses amitiés. Et moi, il y a j'ai une impression, et tu vas peut-être me la confirmer, c'est que contrairement à d'autres personnes, il ne semblait pas en jouer en sa faveur. Alors, c'est quand même, à ma connaissance, le seul, entraîneur de football qui a été blessé par balle lors d'un règlement de compte, alors que enfin bon, c'est une histoire dramatique parce que c'était son ami, Dominique Rothschild, hein, qui a été assassiné, à Hyères, en 1996, hein, je crois que j'ai plus la date, en mémoire, mais voilà, c'est bon, c'est fâcheux. Il a été blessé, grièvement blessé. Il n'était pas visé dans cette affaire. Mais il était proche de Dominique Routil qui était, une personnalité de la bande de la Brosse de Mer. Heu, Roland Courbis, en fait, ne c moi, je trouve que le crédit qu'on peut donner à Roland Courbis, c'est qu'il ne s'est jamais caché. Il a jamais dit il n de ses amitiés, heu qui étaient anciennes, qui étaient, présentes, même si nous, on l'a un peu titillé sur ses liens avec le frère de Roland Cassone, le un des grands parrains de On en Marseille. parlera aussi après, Voilà, ouais. de Serge Cassonne, mais où il a dit non et qu'il ne le connaissait pas, alors que nous, on avait des témoins qui nous disaient: «Bah si, il fréquentait, un bar dans les années 70». Bon, bref. Mais voilà, il n'était pas un bandit, mais en revanche, c'était un moi, j'ai on a utilisé le terme, c'était un compagnon de route de certains gens de la Brise de Mer, voilà. Et il avait écrit dans son livre, je crois qu'il a écrit deux ou 3 livres, mais sa première biographie est hyper intéressante parce qu'il raconte beaucoup de choses. Il raconte, bah, sa période toulonnaise, qu'il a dit et il a dit une chose qui est très juste et qui est très honnête, il dit: «Mais si vous avez entraîné pendant, 5 ans ou, à Toulon et que vous ne connaissez pas, Fargette, le parrain de l'époque, les frères Perletto à l'époque ou, beh, c'est que vous n'avez pas été à Toulon. Voilà et c'est mais oui, mais c'est vrai quoi, c'est-à-dire que il croisait des gens et tu connais aussi enfin dans la vie méridionale, c'est beaucoup plus imbriqué que dans d'autres endroits. C'est-à-dire que tu rencontres plus aisément des gens, à la réputation, on va dire, sulfureuse. Les passerelles sont plus faciles, je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute lié à la culture, locale, le fait qu'on fréquente peut-être des mêmes restaurants et cetera. Ce qui n'implique pas d'ailleurs qu'on soit, lié, Mmh mh. avec ces gens-là. Bon, pour le cas de Roland Courbis, un peu quand même, hein. Faut quand même il faut quand même le dire. Voilà. En tout cas, qu'il repose en paix et c'était vraiment un personnage très, très, très intéressant à écouter, que ce soit de football ou de tout. Franchement, c'était un sacré personnage du football Ouais français. et ouais, donc une anecdote, à propos de Courbis, j'étais à RMC, on enregistrait une émission et Daniel Riolo, s'était précipité, à mon sens, pour aller chercher, à la sortie de l'émission, Roland Courbis qui était dans un studio, voisin et Courbis était arrivé, il lui avait dit: «Ouais, c'est le gars qui a fait Les Parrains du foot» et cetera et en fait, Courbis, avait fait comme ça, il avait fait: «Oh, oh, oh là là, oh là là!» en rigolant quoi, comme si, voilà, comme s'il craignait en fait, nos révélations alors qu'en fait, je pense il s'en fichait un petit peu quoi, voilà. Parce que, à son crédit, il assumait parfaitement, ses liens avec les gens qu'il avait côtoyés. La plupart des gens, même si, fallait parfois un peu lui tirer les verres du nez, mais par il y a d'autres footballeurs dans le livre qui ont refusé
totalement de nous parler, quoi. Voilà, donc D'accord. il y avait au moins cette, je trouve cette honnêteté et cette spontanéité que qu'on lui connaissait. Alors, on parle beaucoup donc de Marseille et de la Corse dans le livre. On va aller droit au but et commencer par le cas marseillais avec 3 périodes concernées et pour lesquelles on va essayer de comprendre comment se matérialiser l'influence du milieu. Donc la première, on est fin des années 80, début des années 90 et le règne de Bernard Tapie. Nous, ce livre, on l'écrit, une des raisons pour lesquelles on l'écrit, c'est parce que on reçoit les confessions de quelqu'un qui est, à la fois proche, de Bernard Tapie et à la fois proche, des gens de la Brise de Mer. Et il nous dit la chose suivante, en fait, ils nous disent: «La Brise de Mer était intéressée par, Bernard Tapie et l'a poussé dans l'OM pour ensuite, faire mainmise en espérant ensuite faire mainmise, sur Marseille». Voilà. Brendan, Heu, excuse-moi, est-ce que tu peux juste pour les personnes qui ne sont pas initiées, nous dire qu'est-ce que c'est que la brise de mer? alors la Brise de Mer, c'est simple tout bonnement, l'équipe, on dit comme ça, c'est un terme un peu policier, hein, qui dit l'équipe criminelle la plus influente en France, des années 1980, heu, aux années 2000. Hem, donc qui a été, qui créé, par, des Bastiers, donc dans le nord de l'île et qui est, ensuite s'est, répandu, à travers, la France avec beaucoup de en s'implantant, dans des activités, d'abord, très délinquantes, hein, du braquage, essentiellement, aussi de l'extorsion de fonds, des machines à sous, clandestines, heu des baraques, hein, comme on les appelait à l'époque, qui étaient à la mode, pendant jusqu'aux années 2000 à peu près. Et puis, avec d'autres activités diverses, en signant des de en rec enfin, comment dire? En injectant dans l'économie le fruit enfin l'argent de braquage très important comme celui qui a été commis, à Genève, à l'Union des banques suisses, à l'UBS en 1990. Donc c'est vraiment des millions, à l'époque c'était 80 millions de francs suisses, enfin c'est des sommes énormes et qui ont été réinjectés dans le tissu économique, notamment corse, mais pas seulement, aussi dans le sud de la France, à Paris et cetera, dans des affaires, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans toutes sortes, d'activités. Donc voilà, c'était, l'équipe qui s'est bon entretuée, hein, dans les années 2000-2010, mais qui était, la plus redoutable, hein, incontestablement du paysage, français et qui en plus, dans les années 1980 a forgé des alliances très essentielles, hein, qui perdurent parfois jusqu'à maintenant avec ce qu'on a appelé le milieu corso-marseillais. En gros, pour schématiser, les gens qui étaient opposés au clan de Gaëtan Zampa, qui régnait sur Marseille au milieu des années 1980. Donc ils ont participé à faire tomber ce clan criminel, en s'alliant avec des voyous, marseillais. D'où Jackie en fait Lemotte. Jacques Quilemat, Roland Cassone, à un moindre degré, Francis le Belge. Voilà, tous ces gens-là avaient des intérêts communs, c'est qu'ils étaient les ennemis, de Gaëtan Zampa et la Brise de Mer a participé, ils étaient des jeunes, hein, à l'époque, hein, des types de 25-30 ans, à participer à éliminer, le clan Zampa. Donc ce qui s'est noué dans les années 80 à Marseille et a été très important pour la suite, puisque c'était une alliance des principaux, clans criminels, du sud de la France et de Corse. Donc en gros, ces personnes-là, il y aurait eu des ramifications avec Bernard Tapie et donc avec l'OM. Oui, en fait, Bernard Tapie l'a toujours nié, mais en fait, c'est un fait parce que nous, on le tient de gens très proches de Bernard Tapie. C'est-à-dire que, dans leur jeunesse et même plus tard, jusqu'aux années 90, des personnages comme Richard Casanova et Dominique Rutilli, qui étaient les plus jeunes de la Brise de Mer, ont été relativement proches de Bernard Tapie. Alors,
heu, quel a été leur rôle dans le football? Ça, c'est assez compliqué parce que, en fait, ce sont des activités qui ne laissent aucune trace. Je veux dire, il y a pas de comptabilité, il y a pas d'échange de lettres, de mails, tout ça, c'est totalement occulte. Parfois, on arrive à retrouver comment dire? Des transferts d'argent parce qu'il y a forcément des gens qui sont des façades légales à tout ça, mais tout ça est très occulte. Mais ce qui est vrai, c'est que, ils se connaissaient, ils se fréquentaient, ils ont été utilisés aussi, par, Bernard Tapie, dans certaines affaires. Dans le dernier livre, que j'ai écrit sur Richard Casanova, heu, un témoin privilégié de cette époque-là nous a confirmé que Richard Casanova était le troisième homme d'un rendez-vous qu'on a appelé le rendez-vous du Fouquet's, en 1993. Après, donc au début, enfin en pleine histoire, on va dire, de Au corruption, MVA. au MVA, et il s'agissait à l'époque, pour Bernard Tapie de f comment dire? De convaincre le coach de Valenciennes, Boro Primorac, en fait, d'arranger un peu son histoire pour pas que cette histoire de corruption disparaisse. Et donc c'était une tentative d'achat de témoins, qui s'est passée au Fouquet's à Paris, donc sur les Champs-Élysées, auquel participaient, donc Boro Primorac, un autre Corse, Philippe Edoux, et un troisième homme qui n'a jamais été identifié, formellement, mais qui, en tout état de cause, semble avoir été Richard Casanova, puisqu'on nous le dit, on dit voilà, je vous assure à 100, c'était lui. Quel rôle il jouait, on ne sait pas trop, c'était un rôle d'intermédiaire, voilà, Juste sa parce présence pouvait aussi être assez, convaincante, on va dire. bah, oui, en tout cas, ce que je constate, c'est que Boro Primorac n'a jamais voulu identifier la troisième personne. Moi, j'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises parce qu'il a eu une belle carrière d'entraîneur, hein. Il a été ensuite le fidèle adjoint d'Arsène Wenger à Arsenal. Moi, je l'ai contacté à l'époque en 2018, c'était la fin, via Arsenal, aucune réponse. Là, pour ce livre, je crois que c'est à Split, hein, qu'il entraînait là, en Croatie. Aucune réponse. Donc voilà, il n'a jamais voulu, comment dire? Identifier cette troisième personne, même, voilà. Ce qu'on peut comprendre puisque, à l'époque, Richard Casanova était quand même un bandit, heu, en cavale, quelqu'un qui avait du poids et qui était très intimidant, dans les milieux, ouais. Donc voilà, ça fait partie des choses. Après, le le l'idée de se faire de l'argent sur l'OM, parce qu'ils ont très vite compris que, les transferts, ça rapportait, et que, il y avait à se faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les faits? C'est assez compliqué de le savoir. En revanche, lors de l'enquête sur les comptes de l'OM, il y a des virements étranges qui ont été mis à jour lors de perquisitions, au siège de l'Olympique de Marseille, mais qui concernaient le Sporting Club de Bastia, avec c'était l'affaire Gilles Berceau, et cetera, l'affaire des joueurs, des agents de joueurs. Mais, il y avait des transferts d'argent, sur des commissions qui étaient versées en Suisse et qui ensuite repartaient à Bastia via un prête-nom, qui était un faux facturier et qui facturait. Alors c'est extraordinaire, là, quand même, cette histoire. C'est que, ce personnage qui avait été un joueur de football amateur en Corse, bon, c'est pas la peine de dire son nom, mais enfin bon, voilà, c'est une vedette, locale, mais, il facturait des interventions, sur des transferts. En fait, il récupérait de l'argent via une société qui faisait, je crois, du carrelage en Corse, et Ouais. qui avait été dissoute, je crois ça, qui n'existait même plus, en fait. Alors que c'était totalement grotesque, mais voilà. Donc, en tout cas, et lui a expliqué plus tard, qu'en garde à vue lors de son procès, en fait, c'est un prête-nom, ce monsieur, mais, il se rendait, à Genève, il allait à la banque sur les ordres de Gilles Berceau, qui était agent de joueur. Il décaissait de l'argent en liquide et rapportait cet argent ensuite, en Corse, où, on ne sait pas ensuite ce qu'elle advenait, mais enfin bon, elle était remise à des personnes, on ne sait pas qui exactement. Au moins une personne, parce qu'il y a eu aussi des chèques,
qui était proche de la Brise de Mer, donc de cette bande bastiaise, quoi. Donc voilà, il y avait de l'argent qui était comment toucher sur les transferts, voilà une illustration. Mais, est-ce que, moi la vérité c'est qu'on ne sait pas exactement quel a été le rôle, et ce que de la brise de mer autour de l'Olympique de Marseille? Il y a eu des contacts, des gens, des proches de Bernard Tapie ont été vus en lien avec ces voyous corses, lors de surveillance policière dans les années 80, mais qu'ont-ils fait exactement? Voilà, ça reste une part assez mystérieuse et peut-être qu'on ne le saura jamais puisque la plupart de ces protagonistes sont morts, Bernard Tapie évidemment aussi, sans avoir jamais parlé. Alors, autre période, Brendan, et tu l'as un peu évoqué, c'est celle de la fin des années 90 et celle du début des années 2000 sous la présidence de Robert Louis Dreyfus, et notamment le retour de Bernard Tapie en 2001. J'ai l'impression que c'est peut-être la période où les voyous exerçaient le plus à l'OM, avec notamment le duo Sceaux-Baresi, qui avait quasiment un monopole des transferts, c'est ça? Eh ben, absolument, ouais, tu as totalement raison. Bah, en plus, on le sait parce que ça a été documenté, par la justice, puisque ça a fait l'objet d'une enquête, ça a fait l'objet d'un procès et mieux que ça, puisqu'on les a publiés d'ailleurs en partie dans le livre, dans notre livre, hein, Les Paradis Foot, mais il y a eu des écoutes téléphoniques de de Jean-Luc Barézy, pardon, Bernard Barézy, c'est son frère, un de ses frères, dans cette période-là qui sont hyper éloquentes parce que c'est vraiment, je ne sais pas comment appeler ça, mais le grand bonneteau, où effectivement il y a eu un nombre de transferts absolument, ahurissant. Je crois que c'était 25 transferts lors d'une saison, ça rentrait, ça sortait, c'était la foire. Enfin, on en rit parce que c'est pas drôle C'était parce qu'en n'importe vérité, quoi, ouais, c'était c'était n'importe n'importe quoi. quoi, Mmh. c'était au mépris du sportif aussi parce que le but c'était de faire de l'argent, et puis, et puis s'est passé des choses quand même assez curieuses où il y a des joueurs qui ont été, plus ou moins, quasiment séquestrés dans des chambres d'hôtel jusqu'à ce qu'ils signent leur transfert avec des apparitions de gens qui venaient faire pression. Voilà, bon tout ça a été raconté, documenté, il y a eu des plaintes, il y a eu des témoignages. Même si, d'ailleurs, les écoutes, de Jean-Luc Barézy de l'époque sont assez intéressantes, sont très intéressantes, mais ces liens avec Bernard Tapie apparaissent et en fait, elles sont plus surprenantes que ce qu'on aurait pu croire parce qu'on sent qu'ils apprennent que Bernard Tapie revient, donc ils sont hyper contents avec Gilles Berceau. Ils vont faire des bénéfices, ça va être très intéressant. Et puis, en fait, assez rapidement, ils sont déçus, quoi. Parce que, ils trouvent que, Bernard Tapie les tient pas assez au jus de ce qu'il fait, et cetera. Il leur donne pas des joueurs et cetera. Et il y a même une phrase qui est hyper révélatrice où, Jean-Luc Barézy dit à Bernard Tapie, il dit: «Mais oh!» enfin, je résume, hein, mais en gros, il lui dit: «Mais tu as oublié ce qu'on a fait pour toi, Tu as oublié quand tu étais tout seul, où on était?» et cetera. Et Bernard Tapie s'énerve en disant: «Mais, qu'est-ce que c'est que cette manière? Qu'est-ce que c'est que ces manières?» et cetera. Alors que 15 jours plus tôt, alors qu'il lui annonçait qu'il la reprenait, Marseille, il lui disait: «Je te demande», Bernard Tapie disait à Jean-Luc Barézy: «Je ne te demande qu'une chose, ton amitié et ton cœur», un truc comme ça. Donc Ouais, on voyait ouais. qu'il y avait des relations très proches. Mais bon, ça a été quand même, une période Ce très Jean-Luc noire. Baresi, est-ce que tu peux situer pour les personnes qui connaissent même pas de nom, qui était ce personnage? Alors Jean-Luc Barézy, personnage très, très intéressant, on va dire de Marseille, gros personnage, d'une grande intelligence, d'un grand charisme, qui a fait ses classes, au grâce, à une équipe ancienne de Marseillais qui s'appelait les Trois Canards, qui avait, régné d'ailleurs sur le quartier de Pigalle, dans les années 60, 50-60 et qui, avait fait fortune, hein, dans plein d'activités inavouables, mais notamment, la French Connection, le trafic d'héroïne et dont ces membres avaient fini par se certains étaient devenus, des, comment dire? Des éleveurs de chevaux, enfin ils s'étaient embourgeoisés. Et puis certains étaient revenus sur Marseille et ils tenaient, un bar, à côté du parc Borelli, qui était fréquenté par plein de gens et qui a été une sorte d'école en fait du crime où c'est-à-dire, on apprenait,
ils apprenaient en fait, avec les 3 canards comment se comporter, comment être efficace par exemple dans le racket. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez fin en fait, on n'arrive pas en mettant des claques, ça peut c'est plus insidieux que ça. On se rend utile, on voilà et puis, on arrive à un moment où on arrive à ses fins parce que, on est devenu, omniprésent et puis aussi, les relations qu'on apprenait à avoir des relations avec d'autres mondes. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Barézy en côtoyant ces gens-là, alors qu'il était tout jeune homme, hein, dans les années 1980, a appris en fait à se comporter avec des dirigeants d'entreprise, avec des politiques, voilà, c'est pas il a appris des codes qu'il n'avait pas, parce que, c'était, il était d'extraction, sociale très humble, c'était, le milieu, enfin des assez, particulier des Siciliens, de Tunisie, en fait. Il y a la communauté, sicilienne de Tunisie qui ensuite, a été s'est installée dans le sud de la France. Donc voilà, il a appris plein de choses à cette époque-là et donc, c'était plus qu'un voyou, c'était un véritable homme d'affaires, un peu comme Richard Casanova, c'est-à-dire que c'était des gens qui, d'ailleurs les 2 se connaissaient et ont travaillé ensemble, hein, mais étaient autre chose que des simples, n'étaient pas ce n'étaient pas des bandits, quoi. C'était simples bandits de grand chemin. C'est des gens qui avaient eu un passé judiciaire, plus ou moins chargé, mais qui étaient, entre guillemets, pas qui avaient pas qui étaient passés à autre chose et qui avaient compris que, pour, évoluer dans la vie, bah, il fallait s'intéresser au monde économique, aux décideurs et cetera et pour faire des affaires, en fait, tout simplement. Alors ce même Baresi, on va le retrouver à la fin des années 2000, qui a débouché notamment sur le fameux procès Mercato en 2011 et pour laquelle d'ailleurs on estime qu'entre 2008 et 2014, 78 millions d'euros auraient été détournés du profit de la propriétaire de l'OM, Margarita Louis-Dreyfus. Alors, on va rester encore extrêmement prudent parce que cette histoire mercato, qui a commencé en trombe où en fait, la justice et la police se faisaient fort de nous expliquer, que le milieu avait la main mise sur Marseille, que tout était pourri, que d'ailleurs, tout le monde allait tomber et cetera. Parce qu'au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a accouché d'une sorte de souris, avec des tas de mises en examen. Je savais même pas que ça pouvait exister ça à l'époque, hein, pourtant je suis les affaires judiciaires depuis des années, où on pouvait faire des démises en examen. C'est-à-dire qu'en fait, en cours de procédure, on n'est plus mis en examen. Donc ça veut dire que les charges qui reposaient sur des tas de gens, se sont effondrées quoi, véritablement. Et il restait quoi à la fin? Il reste quoi? Parce qu'il me semble que cette affaire n'a toujours pas été jugée, hein, elle est toujours, en cours, et puis personne n'a envie de la juger parce qu'il y a plus rien, en fait. Mais, il restait quoi? Il restait des écoutes, judiciaires, des déclarations de gens, des déclarations de Jean-Pierre Bernès qui a raconté beaucoup de choses, qui sont donc ensuite qui n'ont pas pu être établies qui n'ont pas été corroborées. Donc voilà, il restait pas grand-chose. On a appris quoi? Que Richard Derouda qui effectivement, était un braqueur, il y a aucun mystère de ça puisqu'il faisait partie d'une bande très virulente de voyous dans les années 1980. Il a été condamné, ce qu'on racontait, sur un coup, assez, exceptionnel, de la banque Leumi à Marseille sur la Canebière, où ils avaient loué un appartement, pour, passer par-dessus, rentrer dans le bon bref, ça s'était pas fait. Ils avaient été arrêtés, pour association de malfaiteurs. Mais lui, est-ce qu'il a touché? On n'en sait rien. Probablement, c'est impossible à dire. En revanche, ce qui a fait très mauvais effet, c'est qu'on a découvert que, il était, alors il y avait 2 choses. D'une part, il se faisait masser par le kiné de l'OM, à la commanderie, donc c'était devenu un scandale, scandaleux. Effectivement, on peut se demander pourquoi ce monsieur venait se faire masser par le kiné de l'OM, mais bon, c'était certainement pas la seule personne. Mais en tout cas, heu, c'était un peu fâcheux, mais c'était pas forcément ultra répréhensible. Ce qui Mmh. était plus, étonnant, c'était le parcours de son fils Thomas, Thomas Derouda, bon, qui en fait, a pu signer un contrat professionnel avec l'OM, alors que visiblement il n'avait pas,
le niveau, professionnel, en tout cas, de la Ligue 1, en tout état de cause. Donc voilà, il y avait, ça donnait l'impression, que, on faisait une fleur au fils d'un monsieur qui était lié au grand banditisme. La vérité, c'est que, pénalement, je ne sais pas si on a pu déterminer quoi que ce soit, et puis que d'autre part, bah, ça a été finalement très préjudiciable à ce jeune homme puisque, il a été sifflé, Mmh. lors de matchs, parce qu'il aurait été imposé par le milieu, voilà. Mais c'était en fait, c'était plus un parfum de on voit il y avait des choses, mais, évidentes, autour de Marseille, mais est-ce que c'était tout ça, pénalement répréhensible? Bah, on verra ce que justement, quelles sont les suites judiciaires de cette affaire qui traîne en longueur depuis des années, quoi. Et à ta connaissance, depuis l'arrivée de Franck McCourt à la fin des années 2010, est-ce que le ménage a été fait ou est-ce qu'il y a encore des pratiques un peu comme ce qui se faisait à l'époque? Alors, encore une fois, faut rester prudent, mais on a l'impression que tout ça a été quand même beaucoup assaini. Il y a d'autres, les personnes qui étaient, les plus sulfureuses ont été écartées, de ces transferts. Des gens comme Jean-Luc Barézy, Gilles Berceau, aujourd'hui ne peuvent plus, n'exercent plus dans le football apparemment. Donc bon, on a l'impression que ça a été assaini. Maintenant, encore une fois, on le disait au début, mais il y a beaucoup de choses qui sont occultes. Il y a des gens qui touchent sur des transferts qui n'apparaissent jamais, donc même parfois les clubs ne le savent pas en fait, tout simplement quand ils concluent un transfert, qu'une somme va être redistribuée à quelqu'un, c'est pas forcément, su par le club. Donc c'est toujours difficile à dire. De l'extérieur, et il faudrait demander à des gens, plus impliqués dans Marseille ou comme Mathieu Grégoire qui suit ça au quotidien, mais on a l'impression quand même que ça s'est assaini, oui. Il y a un passage qui, je trouve, résume bien, la situation. C'est plus qu'une hypothétique mainmise du milieu sur le club phocéen, une impression se dégage, celle d'un vaste méli-mélo où se croisent rivalité impitoyable entre agents, règlement de comptes politiques entre dirigeants et utilisation frénétique du carnet de chèques. Dans ce contexte où la fin justifie les moyens, les menaces voilées et les recours à des seigneurs de la voyoucratie ne départent pas. Je trouve que c'est un bon résumé quand même du contexte marseillais de cette époque-là. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est le sentiment, enfin l'atmosphère qu'il y avait. Hem et puis, tout ça en fait, il faut revenir aux origines. C'est malheureusement, Bernard Tapie, c'est à la fois, l'homme qui amène, bah, la Ligue des champions à Marseille, qui permet à ce club, qui nous a tous fait rêver. Je veux dire, je regardais, heu là cette semaine, tu vois, je regardais des vidéos de Chris Waddle. Putain, mais quel joueur, quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas si les jeunes aujourd'hui, ça évoque quelque chose, Chris Waddle, mais c'était un magicien. Il nous a fait rêver, Bernard Tapie, en montant cette équipe absolument magnifique à Marseille, et il a eu ses résultats et il a appris qu'il fallait, un peu, beaucoup, je sais pas si ouais, pas tricher, mais enfin Mais bon, c'était faire en sorte. London, c'était le monde était différent, c'était réellement une époque différente et je pense qu'il n'était pas le seul à user de ces stratagèmes. C'est-à-dire qu'il y a eu cette fameuse défaite, en finale, la 1re fois où en fait, il a compris que le 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 corps arbitral était vérolé en fait, que les gens qui s'occupaient au niveau des instances européennes, bah, il y avait les clubs, comment dire? Avaient de l'influence sur eux et qu'il fallait voilà, il a il a compris qu'il fallait il l'a dit lui-même, il a dit: «Ouais, Il ça y est, l'avait je dit, comprends ce ouais. qu'il faut faire». Ça, c'était suite à la demi-finale contre Benfica et la main de Vata qui élimine l'OM aux portes de la finale et il avait dit: «Maintenant, j'ai compris, on ne me la refera plus». Donc il a mis tout en œuvre pour que Marseille soit champion et il l'a fait et je trouve ça formidable et c'est très bien parce que
ça a permis, d'avoir cette étoile, européenne. Mais donc c'est à la fois l'homme qui a mis le football français au centre, de l'Europe et du monde parce qu'évidemment gagner une Ligue des champions, c'est un retentissement international qui va au-delà même de l'Europe. Mais c'est lui aussi qui a amené l'argent dans le football avec d'autres personnes, avec à l'époque Claude Bèze, à Bordeaux. Mais ils ont a amené des sommes d'argent, ils ont changé, le football totalement, qui était un sport, bon certes professionnel, mais qui n'avait pas avant eux autant d'argent et en amenant, heu, en faisant entrer, ces sommes énormes dans les marchés, des transferts et cetera, ils ont aussi fait entrer des gens, peu recommandables, qui n'étaient pas intéressés par le football auparavant, en tout cas, qui ne s'impliquaient pas dans ces affaires de transfert. Donc c'est à la fois comment dire? Le sauveur, mais aussi comment dire? Le fossoyeur de Marseille Tapi, parce que, les sanctions qui en ont suivi ont été dramatiques, le club a eu beaucoup de mal à s'en relever, puis en termes d'image, ça a été catastrophique. Donc voilà, c'est hyper compliqué parce qu'on a l'impression est-ce que, l'un sans l'autre, enfin, ça a été est-ce que c'était le prix à payer pour avoir des résultats? Peut-être que oui à l'époque, je ne sais pas, mais ça a coûté très cher à Marseille et c'est surtout ça a terni l'image de ce club, durablement, quoi. Alors Brendan, on va faire un petit jeu. Tu vas devoir nous dire pour chaque cas si c'est un mythe ou une réalité. Même si on a répondu déjà à quelques-unes, j'avais noté: «La brise de mer a-t-elle déjà eu une influence sur l'OM?» On y a déjà répondu, puisque tu expliquais que Tapi était assez proche de quelques-uns des fondateurs de la brise, c'est ça? Ouais, autre anecdote qu'on a racontée d'ailleurs, pas Vas-y. dans le livre, mais plus tard dans l'équipe, qui est assez rigolote, c'est qu'en fait, Dominique Rutilli, qui était le duo, Casanova-Rutilli, était extrêmement proche, de Pascal Olmeta, hein, le gardien, corse qu'on connaît bien, le flamboyant gardien. D'ailleurs, il était à l'enterrement de Richard Cazeneuve, enfin, je veux dire, il y a pas de mystère là-dessus. Mais, il y a eu une époque où, il y a eu des frictions parce que c'était la période où Fabien Barthez était en train de monter en puissance et en fait, il a pris la place d'Olmeta et voilà et donc il y a eu une intervention justement, de gens en interne avec la brise pour calmer, Olmeta, pour calmer Rutilli et cetera. Enfin bon voilà. En Oui, 1997 en 1997, Courbis aurait eu l'aval du Belge avant de reprendre les rênes de l'OM. Mythe ou réalité? mythe je pense, parce que, il y avait des gens qui pesaient beaucoup plus lourd que le Belge, sur Marseille à l'époque et que, Courbis avait pas besoin d'avoir, l'aval du Très Belge pour bien. reprendre Marseille. Roland Cassonne était le capot des capis. Roland Cassone, était l'homme le plus influent du milieu marseillais, pendant très longtemps, des années 1980 aux années 2000-2010 et son héritage aujourd'hui, même s'il est enfin toujours vivant, mais retiré des affaires, hein, à Simiane, dans l'arrière-pays aixois, est toujours présent à Marseille. Il avait d'ailleurs rencontré, à une période où c'était assez chaud au club, il avait rencontré, Robert Louis Dreyfus. C'est évoqué dans le Ah livre. oui! Oui, 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 alors ça, c'est la fameuse anecdote de la rencontre Cassone, Robert Louis Dreyfus, qui a été niée par, Dreyfus, mais que Cassone a reconnu, bizarrement, parce que c'est un homme extrêmement discret, qui avait pas l'habitude de parler, mais qui a donné une seule interview dans sa vie, à un journaliste suisse et qui a expliqué qu'effectivement, il avait été approché à l'époque par Robert Louis Dreyfus pour calmer les supporters et cetera. Alors drôle d'histoire parce que, en fait, il semble que, heu, c'est tout ça, c'était un peu bidon. Il s'agissait en fait de soutirer de l'argent à Robert Louis Dreyfus. On sait pas qui enfin et que en fait de créer de l'agitation, finalement, c'est comme, en fait une forme
une forme de racket où on va dans un bistrot et puis on casse des on casse des assiettes, on donne des claques et puis la police arrive et cetera et puis après pour pas que ça recommence et ben, il faut payer. C'est ça le souvent le racket, traditionnel où on a une sorte de protection et on a l'impression que cette histoire, de Roland Cassonne avec Robert Louis Dreyfus et d'ailleurs je sais même pas si Roland Cassonne a touché quoi que ce soit, mais en fait, c'était une opération, financière en fait, hein, où en fait on a créé du désordre, pour récupérer de l'argent, pour toucher un peu d'argent et on sait même pas si en fait, c'est même pas certain que Roland Cassonne ait eu une influence, quelconque sur les supporters marseillais. Enfin tout ça c'est entre mythe et réalité, voilà. D'accord. Et dernière proposition, alors celle-ci, on sait on est quasiment sûr que c'est une réalité, mais Jean-Claude Dacier, qui a repris les rênes de l'OM, l'été 2009, au moment de son arrivée, a fait une petite balade en voiture avec des personnes influentes de Marseille pour l'affranchir sur le contexte. Mythe ou réalité? Je ne sais pas, je dirais, probablement réalité, c'est fort probable, mais je n'ai pas le nom de ces personnes, je voilà, je n'ai pas de preuve de ça. Très bien. Brendan, on va aller à la Joliette et on va prendre le ferry, direction l'île de Beauté. Une île qui présente la particularité d'avoir 3 clubs professionnels et qui ont tous eu un de leurs anciens présidents qui a été abattu. Jean-François Philippi pour le Sporting Club de Bastia, tué en 1994. Robert Feliciaghi pour le Gazélec d'Ajaccio en 2006 et plus récemment Alain Orsoni pour l'AC Ajaccio en 2026. On peut même rajouter à cette liste Dominique Rutilli, président de Calvi, abattu en 1996. Le crime et le foot en Corse ne font qu'un. Alors c'est un peu difficile de dire ça, mais et on va encore les Corses vont dire: «Oui, on nous montre encore du doigt» et cetera. Mais c'est vrai qu'en fait, oui, il y a des liens entre le football corse et le monde, criminel, le monde du grand banditisme, hem insulaire, mais tout ça s'explique aussi parce qu'en fait, pourquoi? C'est les clubs professionnels, encore une fois, sont des vecteurs, voilà, d'argent, de profit, et aussi de pouvoir. Donc, quand on est, président de l'AC Ajaccio, du Gazélec à l'époque, de Bastia à l'époque, on pèse, je veux dire. Bon, Bastia, c'est un peu particulier parce que l'assassinat de son président à l'époque était plutôt dans un contexte de rivalité dans le monde, des indépendantistes, corses. Voilà. Pour ce qui est d'Ajaccio, Filice Chiagi n'était pas un voyou, attention, hein. C'était un homme d'affaires, qui travaillait en Afrique dans les casinos, qui était en lien avec des voyous puisqu'il était maire de Pila-Canale, qui était le fief de Jean-Jacques Colonna, le parrain de la Corse du Sud et qui était évidemment il y avait des liens entre les 2 familles. Donc, c'était quelqu'un qui travaillait avec le monde, des jeux. Le monde des jeux est traditionnellement, pas très éloigné aussi du banditisme, mais ce n'est pas à proprement parler des bandits. Des affairistes certainement, mais pas des bandits. Quant à Alain Orsoni, c'est un cas, assez particulier aussi. Est-ce qu'Alain Orsoni était un bandit? Ça, c'est une, question à 1 000 €. Il a utilisé ou il a hem le football, comme instrument de pouvoir. Lui, il a dit qu'il a été obligé de reprendre, l'AC Ajaccio à l'époque, par fidélité pour son ami, le Moretti, le président qui s'est suicidé et qu'il fallait, voilà comment dire? Il s'est sacrifié, et je pense que ça lui a certainement, rapporté plus d'emmerdes que d'autres choses. Encore une fois, ça a braqué les objectifs, sur ce club, qui n'en avait pas besoin. Donc c'était pas voilà, c'était pas forcément, la meilleure des choses, d'avoir quelqu'un comme Alain Orsoni qui était alors est-ce que c'était un voyou? C'est très délicat à dire. C'est quelqu'un qui est issu du FLNC, de la C'est mouvance, ça. autonomiste corse, qui ensuite, s'est sans doute intéressé aux affaires, qui a été lui aussi dans les jeux en Amérique du Sud,
Où il à un vivait moment. justement, hein, avant de rentrer, et de Exactement, se faire tuer? exactement. Il s'est mis au vert, à l'époque où le milieu, autonomie corse était en train d'éclater, où il y avait une guerre fratricide qui a fait des dizaines, des centaines de morts. Heu et donc lui s'était mis au vert, en fait, en Amérique du Sud et il revient. Le problème, c'est qu'il revient à une période où ce qui où il y a des grands flottements en Corse, c'est-à-dire que Jean-Jacques Colonna, dont on a parlé, le parrain de Corse du Sud, disparaît dans un accident de la circulation, et donc il y a une place à prendre et lui, il arrive et il est à la tête de la Ajaccio, donc on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi?» Et il a des proches à lui qui président la chambre de commerce et d'industrie, donc voilà, c'était, lui aussi quelqu'un qui a été, taxé d'affairiste, voilà. Donc, bandit, je ne sais pas, affairiste peut-être. Après, il y a le cas particulier de son fils, Guy Orsoni qui a été, visiblement, assez engagé dans le banditisme et qui a été condamné, pour des tentatives de règlement de compte et cetera. Parlait de Méli Mélo tout à l'heure au Sporting Club de Bastia, donc il y a une histoire aussi glorieuse que mouvementée. Les clans, du nord de l'île ont toujours été bien représentés, à la fois par les nationalistes, la Brise de Mer et également les bergers braqueurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce cocktail bastiais? Ouais, cocktail, explosif. Alors, la brise de mer a toujours été, bon après Bastia, c'est une assez grande ville, mais on reste quand même à l'échelle corse, tout le monde se connaît et donc il y a des liens d'amitié. Il y avait, des liens proches. D'ailleurs, je note, dans l'assassinat bien plus tard de Richard Casanova, dans la synthèse qui est faite juste après sa mort, on cite, le cas d'un footballeur de Bastia qui a été assassiné, Stéphane Pietronave, et qui était un proche de Richard Cazeneuve. Donc il y avait des liens. Aussi dans les années 80, il y a eu hem, un règlement de compte, auquel ont été mêlés des gens de la brise de mer et ils ont trouvé comme alibi, le meilleur alibi qu'ils aient pu trouver, c'est qu'ils étaient en train de faire une partie de foot, avec des gens du Sporting Club de Bastia, donc voilà, qui ont eux-mêmes témoigné que oui, effectivement, ils ont pas pu être, présents sur ce règlement de compte puisqu'ils jouaient au foot avec eux et cetera. Donc et aussi, il y avait les gens de la brise étaient passionnés de football. Beaucoup jouaient, au football, comment ça s'appelle là? Tu sais j'ai oublié le nom là, merde, à à Rec'duy là, tu sais à 7, c'est ça le foot à 7, Oui, 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 oui. heu, Bon, le foot à 7. ouais ou je sais enfin et dans des clubs comme ça, des clubs locaux, donc ils étaient passionnés, authentiquement passionnés de ballon et ils étaient, Hem, voilà, proche de Bastia. Dominique Rutilli s'est beaucoup impliqué dans le monde du football. Il était D'ailleurs, à proche du Calvi, Sporting Club de Bastia. il me semble qu'il y a un tournoi qui porte son nom, hein, Ruti où il y a un stade qui porte son nom. Oui, parce que oui, il y a un tournoi de jeunes, un tournoi international de jeunes, qui a lieu tous les ans, qui porte le nom de Dominique Rutilli. Et lui-même avait été footballeur amateur. Il avait joué, avec les Diables rouges de Calenzane, de mémoire. C'était un passionné de foot. D'ailleurs, un proche de Bernard Tapie nous a toujours dit, que une des, une des comment dire? L'intérêt que pouvait manifester Dominique Rutilli sur l'OM n'était pas que financier. Il était, sportif dans le sens, il adorait ça quoi, en fait, c'était un fou de foot, quoi. Et donc oui, rien autour du football ne lui échappait en fait, hein, et autour du football en Corse, forcément quoi et en particulier en Haute-Corse. Et c'est lui justement qui se fait abattre à la sortie d'un match de foot et qui avait à ses côtés Roland Courbis qui était, son grand ami. Exactement et donc en fait, ça se passe à un moment clé puisqu'on est en 1996 et on dit heu, que Dominique Rutilli avait des grands projets dans le football français. On n'a jamais trop su de quoi il s'agissait. On a parlé de l'OGC Nice, qu'il s'agissait de reprendre l'OGC Nice déjà, hein, puisqu'il y a eu d'autres tentatives après avec le fils de Roland Cassone, qui d'ailleurs ils l'ont repris, hein, pendant quelques mois, et puis ça s'est mal fini. Mais, en fait, moi je pense, heu
j'ai la conviction aujourd'hui, que c'était pas ça le projet, en fait. C'était pas l'OGC Nice. Je pense que le grand projet, c'était plutôt Marseille et je pense que le projet s'est fait sans lui et que, en fait, ça a été le retour de Bernard Tapie et aussi le retour l'arrivée plutôt de Roland Courbis à l'époque. De Voilà, c'était Courbis quelques mois après, ouais. Ouais, c'est ça. exactement. Là, c'était ça à mon avis, le grand projet, de Dominique Ottilie, mais j'ai pas de preuves, là-dessus. D'accord. Alors, on a beaucoup braqué les projecteurs sur Marseille et la Corse, et pour cause. Mais qu'en est-il de Paris ou de Lyon? Est-ce qu'on y retrouve les mêmes schémas d'infiltration et les mêmes méthodes de pression sur le foot local? Alors, c'est 2 cas un peu différents. Je vais te donner une anecdote qui est pas en lieu avec le foot, qui est pas en lien avec le foot, mais qui me semble assez, éloquente et qui peut être appliquée au foot. Un jour, je m'intéressais au monde de la nuit à Paris et je demandais à un gars, un patron de boîte de nuit, je lui demandais: «Mais on dit traditionnellement que les bandits, rackettent, les discothèques et cetera» et le mec m'avait dit: «Mais non, nous, on n'est pas du tout concernés et de toute façon, on est en fait protégés» et ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, il avait des liens politiques, des liens avec la police de haut niveau et cetera et donc en fait, quand on a cette protection et j'utiliserais le même terme en fait de protection, policière, de protection politique. On a des ministres, amis et cetera. On est beaucoup moins, en fait, on échappe en fait aux tentatives de protection que veulent, mettre en place le milieu et donc je pense qu'à Paris, c'est pas que Paris soit plus vertueux en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il si un bandit, qui arrive à Paris, et veut mettre la main sur le club ou sur un transfert et ben, il va avoir des problèmes immédiatement, en fait. C'est aussi simple que ça, parce qu'il y a des proté c'est le, mmh, ces clubs ont un niveau de relationnel top niveau. Enfin, ils ont des gens dans les ministères, le ministère de l'intérieur et cetera, avec des gens qui pèsent donc la personne qui veut arriver faire un petit racket, en fait, c'est extrêmement compliqué. Elle va être éjectée immédiatement, elle va avoir des problèmes, elle va avoir une enquête et cetera. À Marseille, c'était beaucoup plus, diffus et les gens étaient installés, c'était plus facile. Quant à Lyon, eh ben, figure-toi, il y a eu des tentatives au début, dans les années, 1980. Je ne sais plus quand est-ce qu'a commencé, l'ère, de Jean-Michel Aulas, mais, en tout cas, à une époque, Bernard Lacombe, hein, paix à son âme, fréquentait, assidûment, des voyous, lyonnais, des gens, proches de l'ex-gang des Lyonnais des années Mmh. 70, hein, le fameux gang des Lyonnais qui avait défrayé la chronique avec ses braquages, la poste de Strasbourg et cetera, des grands voyous et qui étaient, très présents, autour de Bernard Lacombe qui à l'époque, s'était reconverti, dans le comme dirigeant, à l'Olympique Lyonnais. Il y a eu d'ailleurs un contrôle de police, d'une voiture à l'époque et tout ça a été fiché, remonté au fichier du grand banditisme où il avait été arrêté en compagnie d'un type qui s'appelait Jacques Grandjean, qui était un très gros braqueur et qui avait d'ailleurs été assassiné en Espagne, à Marbella en 1996 et en fait, moi ce qu'on m'a dit, hein, et c'est encore du verbal, il n'y a pas eu il y a pas de d'écrit là-dessus. C'est qu'en fait à un moment, oui, le milieu lyonnais a voulu, entrer et notamment, dans les recettes publicitaires, autour de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si ça s'est fait, je ne crois pas, mais il y a eu des tentatives, oui. Il y a eu des tentatives et puis après, le fait sans doute, on parlait des protections, politiques et cetera, ont fait que, l'Olympique Lyonnais a échappé à ça. D'accord. On va parler des agents qui restent les points centraux du business, qui est le milieu ou qui n'est pas le milieu, leur règne reste d'actualité avec les éventuelles dérives qui puissent avoir. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'agents, qui, pour pas mal d'entre eux, vient des mêmes quartiers que les joueurs, des quartiers populaires? Est-ce que tu penses qu'ils sont assujettis aux pratiques qu'on pouvait connaître dans les années 90-2000?
Alors, je ferai cette citation qu'on a mis en exergue du bouquin là et qui date de 2001. C'est une fameuse écoute de Jean-Luc Barisi que j'aime beaucoup, où il dit: Le football d'aujourd'hui, ce n'est plus celui de 1985. Désormais, ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont les joueurs et les agents». Tu vois? Et donc oui, ce qui était vrai en 2001 est encore plus vrai aujourd'hui, avec un monde qui a extrêmement changé. Où aujourd'hui, les agents de joueurs, heu, se recrutent, aussi, bah, dans les mêmes lieux que les joueurs, tout simplement. Et c'est assez naturel. On a eu des ouais, des trajectoires assez incroyables, des gens qui sont implantés dans ce milieu qui était très fermé, hein, qui était un milieu, international. On voit d'ailleurs à l'époque dans l'histoire des comptes de l'OM, les fortunes qui étaient amassées, et qui transitaient dans des banques internationales. C'était souvent des Il y avait beaucoup de d'agents, suisses ou des agents ou des Italiens ou des Espagnols et on avait l'impression bon, il y avait des Français et cetera, que ça échappe mais que tout ça échappait un petit peu, heu au monde, enfin aux Français. Aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement, tu as des gens qui viennent, bah, des quartiers et qui sont très forts, quoi, tu vois? Qui sont devenus des top agents, quoi. Alors il y a quelques mois, bah, maintenant quelques années, il y a eu l'affaire, Paul Pogba, avec des pressions exercées par le cercle intime du joueur. Est-ce qu'on n'a pas changé de dimension et le danger maintenant, il vient pas de ceux qui partagent la vie du joueur? Et cette histoire Pogba, c'est le drame, ultime, en fait, je trouve que c'est vraiment, c'est ouais, c'est dramatique parce que ça montre toutes les difficultés et les limites, en fait, bah, de ces gens hyper talentueux, qui ont de l'or dans les pieds, qui essayent d'évoluer socialement et qui sont rattrapés, en fait, par leur quartier, par leur milieu, parce qu'en fait, bah, je l'ai dit plein de fois et c'est presque aujourd'hui, c'est presque, comment dire? Un cliché, mais que c'est les loyautés de quartier c'est quelque chose d'hyper difficile, enfin, d'y échapper, en fait. Si tu jamais gagnant, en fait. Si tu rompes avec ton milieu, on dit: «Ouais, ce mec-là, C'est un franchement, vendu. c'est un vendu, il en a rien à foutre, il est parti, il gagne des millions, il nous a laissé tomber alors que nous, on était là au début» et cetera. Donc là, tu es perdant. Mais si tu restes trop près, de ces histoires-là, bah, c'est l'histoire Benzema avec son copain, Hem, qu'il a jamais voulu rompre et c'est tout à en fait, on pourrait dire c'est tout à son crédit. Mais en fait, il le traîne comme un boulet après il les traîne comme des boulets parce que les gars, ils se revendiquent d'eux, ils se retrouvent dans des affaires, complètement pourries d'extorsion, qu'on connaît à la sextape et cetera, qui ont rien à en fait, auxquelles ils ont en vérité rien à Mmh. voir. Mais i donc on a l'impression qu'ils sont toujours perdants, sauf, il faut, réussir à des gens comme, les Anelka, ou Mbappé aujourd'hui, où ce soit en fait un milieu familial hyper ou Zidane à l'époque, Ils ont où fermé, ils ont cloisonné, personne ne rentre. voilà, tu as l'impression que c'est presque la seule échappatoire. Et c'est bon, c'est hyper triste et le cas de Pogba est particulièrement dramatique dans le sens où en fait c'est venu visiblement, d'après ce qui a été dit, de gens, qu'il a à l'époque, payés, qui lui di qui pour sa protection je ne sais pas il était contraint de le faire ou au départ ou s'il avait besoin de le faire, je ne sais pas, mais en fait, il a été pris au piège de ces relations, familiales puisqu'on voit bien, que, bon ça se passait avec, c'était pas une protection du tout puisque, son frère a été utilisé, pour l'atteindre et cetera donc, et a été condamné pour ça donc, heu, je trouve que c'est on voudrait que ces garçons, ne se consacrent qu'à leur passion, ne puissent, et puissent être, performants en fait dans le foot et en fait, tu te rends compte qu'ils sont parasités par des histoires, heu, connexes qui devraient pas avoir lieu quoi et qui sont évidemment, qui naissent à cause de l'argent, à cause de, bah,
de l'envie de certains d'en croquer, parce que, leur ami ou le gars qu'ils côtoyaient dans leur quartier est maintenant millionnaire, quoi. Et qu'on a l'impression qu'une des seules, comment dire? Possibilités de s'en sortir, c'est d'aller jouer à l'étranger, en fait, de quitter carrément, la France. Le crime organisé se traduit également par la corruption et les matchs truqués. En France, l'affaire la plus connue, c'est OMVA. Mais à ta connaissance, est-ce qu'il y a eu d'autres cas, que ce soit dans le foot de très haut niveau ou dans le foot amateur? Alors là, mon cher Malik, c'est vraiment une question super épineuse, et extrêmement sensible parce que on sait que ça existe, on imagine que ça existe et encore une fois, il y a très, très peu de preuves de ça. Dans notre livre, effectivement, heu, on a réussi à mettre le doigt sur une affaire en particulier et c'est vraiment, j'ai comment dire? Par le on est rattrapé par les bretelles, parce qu'on a su ça, on a découvert ça un peu, au dernier moment et c'était cette histoire, de match truqué dans une comment dire? Une division totalement, quasiment régionale. Je sais plus quelle, c'était Fréjus, qui jouait et en fait, il s'est avéré que, enfin tout ça avait déclenché des sonnettes parce qu'il y avait beaucoup trop de paris, heu, sur, heu, sur ce match. C'était, enfin en plus, aujourd'hui ça doit être beaucoup plus subtil parce que si tu as, 500 personnes ou 1000 personnes qui se mettent à parier en plus, que sur les statistiques, qu'on sait aujourd'hui que tout ça remonte et cetera. Mais, ce qui était, un peu étrange, c'est qu'il y avait en fait un gardien de cette équipe de Fréjus qui était extrêmement, sulfureux et qui a visiblement avait été acheté. En tout cas, c'était un peu les conclusions de l'enquête et sans qu'on puisse d'ailleurs savoir qui étaient les donneurs d'ordre, en fait. Parce que, les paris, la plupart n'avaient pas lieu en France. En vérité, ça s'était passé, en Asie, comme En souvent Asie, ouais. d'ailleurs. Et c'est une information confidentielle qui était remontée jusqu'à la police, un attaché d'ambassade, en Thaïlande. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas parce que la police dit que, ça s'est passé, comme ça que c'est forcément la réalité. Mais bon, c'est quand même, une information intéressante. C'est que derrière cette histoire, se trouvait, un personnage, qui s'appelait Jean-Louis Grimaudeau, alias, Mmh. Couleur, un voyou, montant, hein, du milieu marseillais, un type, assez, assez péchu, hein, qui montait fort et qui a d'ailleurs fini par se faire, abattre et c'était lui, en fait, qui aurait été un des instigateurs ou du moins bénéficiaires de cette opération, ce match truqué, avec Fréjus, quoi. Mais c'est vraiment, une affaire, rarissime parce qu'il y a très peu d'autres cas, à ma connaissance, qui sont remontés, ressortis publiquement et c'est surtout que même si on arrive à déterminer qu'il y a un problème de pari parce qu'il y a trop de gens qui ont parié et qui semblent connaître le résultat, à l'avance et bah, déjà pour remonter aux personnes qui ont arrangé ça, c'est extrêmement, c'est quasiment impossible, quoi, en fait. Donc les soupçons, je ne sais pas. Moi, on m'a donné, un autre au moins match truqué, à l'époque, en Ligue 2, il y a quelques années, même, bah, pas mal de temps, sur des résultats comme ça. Mais, bon, il y a pas eu d'enquête, et puis aujourd'hui, c'est impossible, c'est quasiment impossible à prouver, quoi. Mais on a le sentiment que ça peut exister. Maintenant, il y a beaucoup de fantasmes aussi là-dessus, c'est quand même pas si simple que ça que de truquer un match de foot. Et puis Voilà. parfois, je pense que même les partenaires de certains joueurs ne s'en doutent même pas et que ça peut peut-être se faire via un joueur, surtout à l'étranger où on peut parier. Alors en France, il me semble pas que ce soit le cas, mais en Angleterre, on peut parier sur tout. On peut parier sur, pour qui sera la première touche, pour qui sera le premier corner et il y a d'ailleurs eu en première ligue un joueur international brésilien qui a été fortement suspecté et qui depuis est même rentré au Brésil, c'est Paqueta, qui a été suspecté, suite à des paris trop nombreux dans son village d'origine ou dans sa ville d'origine, où il recevait un carton jaune
et ça a été fait même plusieurs fois et lorsqu'on revoit les cartons jaunes qu'il prenait, c'était toujours pour contestation, donc des choses qui étaient évitables. Donc je pense que la enfin, les paris truqués, ça existe encore et c'est encore de beaux jours devant eux quand on voit tous les sites qu'il y a maintenant de paris. C'est vrai, sans doute, mais en plus, on sait aujourd'hui que, les matchs, de professionnels de Ligue 1 ou de Ligue 2 sont quasiment, inatteignables. Ça se passe plus là, ça se passe dans des petites divisions. Parfois, ça va être puis en 4e division, malaisienne ou, voilà, ou des trucs, Exactement. qui sont complètement improbables et qui sont beaucoup plus discrets qu'aujourd'hui, aller parier sur, C'est trop compliqué. voilà, c'est trop c'est d'abord s'il faut toucher les gens, ça demande des niveaux de corruption, importants, et ça des prises de risques énormes alors que si aller jouer sur je crois qu'aujourd'hui il y a même des matchs de tennis, hein, qui font l'objet de Et trucs puis ça coûte plus cher parce que lorsqu'on fait, enfin lorsqu'on pre on essaie de truquer des matchs, c'est pour gagner de l'argent et si vous essayez de corrompre un joueur qui gagne 100 000 € par mois, c'est beaucoup plus compliqué qu'essayer de corrompre, un joueur qui va être à 1 000-2 000 €. Tu parlais tout à l'heure d'origine irlandaise. Il me semble que dans le championnat, professionnel irlandais, il y a eu des gros problèmes par rapport à ces paris, parce que c'est une ligue qui, contrairement à la première ligue, voire à celle écossaise qui génère moins d'argent, donc les joueurs touchent moins d'argent et il y a eu pas mal de problèmes de paris truqués dans ce championnat. écoute, j'en suis désolé. Tu Mais en tu me tout cas, l'apprends, oui, mais si oui, c'est c'est pas étonnant parce que c'est une sorte de ligue semi-professionnelle, où il y a quand même des transferts internationaux avec des joueurs de petites, bah, pas très enfin, pas forcément très haut niveau, mais qui peuvent être touchés effectivement, et il des y avait eu sommes. un bel article dans SoFoot là-dessus il y a quelques mois qui était très intéressant. Bon, alors Brendan, le foot féminin n'est pas épargné, des rubriques faits divers. On l'a vu avec le cas, Diallo Amraoui au PSG ou avec l'influence également d'un certain César Mavakala qui a été mis en examen pour extorsion en bande organisée. Est-ce que le foot féminin est touché par les mêmes maux que le masculin? Alors je ne dirais pas que le foot féminin est touché par les mêmes maux. Le phénomène qu'il y a, c'est qu'il y a une montée en puissance, qu'on voit tous, hein, du foot féminin, mais il y a quand même pas, l'argent, l'ar que le foot masculin a. C'est évident. Maintenant, il y a plus d'argent, il y a surtout une plus grande exposition, des joueuses. L'histoire, Diallo Amraoui en fait, c'est une histoire, une rivalité à la con, en fait, hein. Moi, ça me fait penser, tu sais, il y avait eu dans le monde du patinage artistique, Patinage, ouais. tu vois? Il y avait eu cette histoire de Nancy Kerrigan et qui s'était fait Et Harding, ouais, ouais, Harding, Tonya Harding, elle avait envoyé un gars qui lui c'est avait ça. ouais, voilà, c'est ça, hein. C'est une histoire, de rivalité, sportive, d'image, de place en équipe de France, et ça va pas plus loin que ça. La seule chose, c'est que c'est toujours le même truc, c'est que, en fait, si tu habites, je sais pas moi, si tu grandis dans le 16e, bah, c'est peut-être plus difficile de trouver quelqu'un, qui est prêt, à aller, je sais pas moi, frapper, intimider, molester, un rival, une rivale. Quand viens d'un quartier, tu as plus de relais pour trouver des d'ailleurs, on voit le profil des gens qui sont suspectés d'avoir fait ça. C'était des gars de 18 ans, 19 ans, 20 ans de Villeneuve-Saint-Georges. Moi, j'ai travaillé longtemps, dans le Val-de-Marne, Villeneuve-Saint-Georges, je connais, c'était il y avait pas de grand banditisme à Villeneuve-Saint-Georges. Tu avais des phénomènes de cité, de voyous, de deals, de rixes, de machin, mais on est bien loin quand même du milieu du grand banditisme. Après, ça veut pas dire que c'est complètement imperméable à ce monde-là, mais oui, il y a un peu plus d'argent, donc il y a un peu plus d'intérêt, ça c'est certain. Après cette l'histoire, interne au PSG, aux joueurs du PSG de l'époque est vraiment, je pense, très particulière, quoi. On peut pas, tirer de cette affaire-là, voilà, une règle ou le fait Mmh. que ce milieu soit complètement, envahi par les voyous, quoi. Il le sera s'il y aura plus d'argent, mais étant donné que pour l'instant, c'est pas le cas, quand on voit le salaire des joueuses et cetera, c'est vrai que pour l'instant, ça va pas attirer énormément
de personnes. Après, évidemment, c'est pas forcément les salaires, mais les contrats publicitaires, deviennent de plus en plus importants, il y a quand même de l'argent et on voit bien, ce qui s'est passé dans le cas de hem, que l'on décrivait, hein, dans Les Parrains du foot, hein, c'était d'ailleurs, notre 1er chapitre, hein, autour de Blaise Matuidi. C'est qu'en fait, il avait, un gars qui était devenu omniprésent autour de lui c'est une famille bien connue, hein, de Seine-Saint-Denis, heu il se piquait de tout, hein. Il voulait, lui signer il était prêt, il lui signait des contrats publicitaires, des trucs de fournisseurs et cetera. Enfin, donc on voit que, il y a des gens qui sont, extrêmement entreprenants, autour des footballeurs. Donc pourquoi est-ce que le football féminin en serait épargné? Il y a pas de raison. S'il y a à partir du moment où il y a de l'argent s'il y a de l'argent dans tout ce qui est, contrat d'image, publicité et cetera et cetera, ça il y a pas de raison que ça échappe, je dis pas que à des tentatives au moins, tu vois? Je sais pas, de mise, de mise de reprise en main ou de prise en main par des gens extérieurs, mais pour l'instant, on verra, hein. J'espère pas. Les les mêmes mots qu'on parlait tout à l'heure de raquettes de certains joueurs dans l'affaire Pogba, c'est un peu ce qu'on retrouve également dans le milieu, de la musique et du rap français où on a l'impression d'entendre les mêmes choses. Ouais, mais c'est exactement la même chose. Moi, j'ai été surpris de voir qu'il y a les mêmes noms, en fait, parfois. On Mmh. parlait de Mmh Blaise mh. Matuidi. Bien sûr. Il y a un livre qui est sorti sur le rap et c'est, la même famille en fait, Ah qui est ouais, je savais pas donc ça. voilà. Tu vois? Enfin qui il y a une même famille qui est évoquée et puis, et encore, dans le rap effectivement, c'est les premiers. C'est des en fait, c'est encore le même drame, c'est que dès que tu as l'impression que dans certains quartiers, quand tu sors le nez en fait du truc et que tu commences à bah, tu réussis et bah, tu es rattrapé par des gens qui veulent Il faut que tout le monde, faut que tout le monde en profite. Enfin, faut qu'il y ait un certain nombre qui en profitent. ouais, et qui n'ont pas ton talent, mais qui estiment, qu'ils doivent toucher de l'argent parce que toi tu en touches, tu vois? Et c'est ça qui est désolant, quoi. Voilà. Après, bon, après il faut aussi il faut pas être non plus, naïf. C'est que, à la fois dans le rap et dans le foot, il y a des artistes et des footballeurs qui ont payé, et on l'a vu dans l'affaire Pogba, des mecs pour assurer leur sécurité. Voilà, parce ils avaient d'autres personnes qui les comment dire? Qui les «emmerdaient» entre guillemets, mais ou qui faisaient des pressions sur eux. Mais quand tu payes des gens, attention, tu sais pas qui tu payes. Tu peux avoir des gens qui sont pas forcément, et on l'a vu, voilà, bienveillants envers toi. On le disait, Brennan, le monde a changé. Comment toi tu vois, le crime organisé dans le milieu du foot dans les années à venir? Est-ce que c'est une chose qui va peut-être disparaître petit à petit ou bien, comme souvent, le crime va s'adapter à son époque? Bah, en fait, j plus tu as d'argent, plus, en fait, tu as comment dire? Tu plus tu as de enfin, comment dire ça? Moi, ce que j'avais observé, c'est que, le monde du par exemple, dans le football, le monde du crime organisé, c'est quelque chose d'un peu anecdotique. C'est-à-dire que les voyous dont on a parlé, qui se font prendre parce qu'ils essayent de faire ci ou ça et cetera, c'est grossier, en fait, par rapport à certains agents de joueurs qui brassent des millions, qui sont, en fait, des pour certains, hein, attention, on ne va pas généraliser, mais des délinquants en col blanc, on est bien au-delà de tu vois, des voyous, des anciens braqueurs et cetera. C'est beaucoup plus subtil et cetera. Donc en fait, tous ces grands agents sont souvent très sulfureux d'ailleurs, mais comment dire? On est bien au-delà en fait, des petites histoires, dont on a parlé, tu vois? C'est quand tu vois enfin l'argent qu'eux brassent, et en plus souvent à moins d'être pris par ou sur des histoires de comptes, machin, mais c'est quand même très rare, comme ce qui s'était passé à Marseille. Bah, en fait, il y a eu une grande impunité, en fait, sur ces tractations, ces montages financiers, ces trucs qui passent pas des paradis fiscaux, en fait, Ouais. on est dans le monde de la haute finance, en fait, Mmh mh. comme Mmh.
et ces gens-là, on l'a vu aussi, enfin, c'est un peu populiste que ce que je vais dire, mais ils échappent bien souvent aux sanctions, en fait, parce ils ont les capacités, ils laissent peu de traces, ils ont des circuits, totalement occultes, voilà et c'est autrement plus puissant que, notre notre grand banditisme, Mmh. national. D'accord. On va sortir donc de ce cadre et est-ce que tu peux me donner tes recommandations, pardon, de films sur le crime organisé? Alors comme ça, d'emblée, je dirais pardon, d'emblée, je dirais les films French Connection, hein, de William Friedkin, Mmh. heu, le premier, Parce puis qu'il il y y en a a eu plein des films sur la French Connection, hein, donc toi tu recommandes celui-ci? bah, c'est le premier, hein, mais voilà, c'est sur une affaire, très particulière, mais c'est un petit bout de la French Connection. Mais c'est un super film en tout cas, sur le monde des voyous, des trafiquants et cetera. Dans le 2 aussi, qui est un peu moins bien, mais il y a des images de Marseille des années 70 qui sont superbes, donc c'est assez chouette quoi pour ça. C'est très, très vintage et puis bon les acteurs sont très bons. Il y avait un film étonnant, il y avait non, enfin un documentaire, non je sais pas, documentaire, anglais là qui avait eu beaucoup de succès là, qui s'appelait, Very British Gangster là, qui était Ah oui, Very British Gangster, ouais, ouais. Sur sur une sorte de celui de Manchester là? voilà le parrain local, qui réglait Qui est enfin homosexuel et qui ouais était et avec tous ses d'ailleurs, frères, c'est ça? exactement ouais, qui était mais qui ce qui était intéressant, c'est on voyait la manière dont il jouait les juges de paix, en fait, régler les problèmes dans son quartier et cetera. Bon, il s'est avéré que c'était particulièrement une ordure parce que je crois qu'il a eu des histoires de pédophilie, récemment, mais c'était assez étonnant de se retrouver dans le quotidien de ce genre de mec, quoi. Même si, Toi, c'est un milieu qui t'intéresse, Brendan? Tu aimerais un jour réaliser ou ouais, réaliser un film, sur ce sujet? une fiction? Ouais, Alors réaliser, je sais pas, mais oui, il y a des ouais, il y a encore, je pense, des films à faire là-dessus, tu vois? Parce que, je trouve que, en fait, le problème c'est que je trouve que souvent le cinéma évidemment, garde un aspect hyper spectaculaire, tu vois? Les scènes d'action et cetera. Mais quand tu vois, tout ce dont on a parlé, c'est des choses très diffuses en fait, c'est pas très c'est tu vois? C'est plus du psychologique, tu vois? Il y a quelque chose à faire sur le quotidien de, bah, je pense des grands voyous, de, leur manière de régler les affaires, de s'intéresser à c'est des quelque chose affaires qui et te cetera. tenterait alors, hein, pourquoi pas faire, enfin participer à un film Ouais, sur, je carrément, sais bien pas, sûr, carré Casanova ou des grands ca personnages de bien sûr et je pense qu'il y a il y a des trucs à raconter. Moi, d'ailleurs, je pense que je trouve que la personnalité tu vois, de Richard Casanova, de la manière dont le mec, il passe, du statut de braqueur à homme d'affaires, intermédiaire est fascinante. Ça, j'aimerais, tu vois, le raconter parce qu'en fait, hem, je pense que tout voyou, a une phase où, tu sais, d'accumulation. En fait, il faut accumuler du capital, tu vois? Mais après, il faut il faut, réussir à sa deuxième vie, c'est-à-dire, d'abord pas mourir et puis ensuite, réussir, à injecter son argent dans le tissu économique légal et en fait, la plupart de aucun voyou n'a envie que ses enfants soient des voyous, en fait. C'est pas vrai. Ils ont envie que leurs enfants tu le vois d'ailleurs avec la mafia américaine, les mecs où ils ont envie qu'ils aient que le ils les leur mettent dans les plus grandes écoles et exactement, cetera. exactement et en fait, c'est un processus, capitalistique, on va dire, tu vois? Assez banal, mais ça, c'est souvent pas très raconté, quoi, en fait. On s'attache finalement à la partie la plus spectaculaire, alors qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes, tu vois? On va revenir sur le foot, mais sur les bah, tu vois, sur les parrains, sur une famille de Marseille bien connue, hem et bah, à qui on appelle à qui quand on les appelle pour, régler des différends entre les gens, tu vois? Parce qu'évidemment, quand tu es dans un monde, parallèle, tu peux pas porter plainte. Tu vois? Il y a eu des problèmes sur des transferts de joueurs. Je vais donner un exemple, un transfert de joueurs où il y avait un gars qui disait, qui estimait qu'il n'avait pas eu la part qu'il voulait. Mais comme c'était pas des sur contrat, une part officielle, c'était de l'occulte. Je lui disais: «Mais moi, je m'occupe de ce gars depuis des années, je dois toucher tant et cetera» et lui disait: «Non, non, il y a rien à toucher». Donc ils ont fait intervenir tu vois, des voyous et cetera pour régler l'affaire, à l'amiable et cetera, parce qu'ils peuvent pas porter plainte. Mais et dans ce cas-là,
le entre guillemets «le parrain», hein, le voyou, bah, il touche une commission. C'est pas gratuit ça, tu vois? Tu vois? Donc Exactement. Ouais. et je trouve que ça, c'est des ressorts qu'on voit pas souvent, tu vois? Un peu dans Le Parrain, dans les films de Coppola, tu vois? Mais il y a tout un monde comme ça qui est beaucoup plus, heu, je sais pas, psychologique que celui, dont qu'on a l'habitude de voir. Donc Richard Casanova, Vie et mort du dernier parrain corse, c'est ça? C'est donc ton dernier livre qui est bien entendu encore disponible pour les personnes qui sont intéressées. Merci en tout cas Brendan, Merci c'était à un toi. honneur de te recevoir et pour les personnes qui nous écouteront, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de mettre des likes, 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien sur Spotify. Brendan, je te dis à très bientôt et encore merci pour le temps que tu as passé avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi.